Info 243 au cœur de l'actualité. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros. Il y a 2 ans plus tôt que cette proposition de loi retient l'attention de plus d'un Congolais. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur toutes les questions autour de cette proposition de loi, Tchani, et le porteur ou l'initiateur de cette proposition de loi, c'est notre invité d'aujourd'hui, Dr Noël Tchani, professeur des universités et également candidat à la présidentielle de 2018. Bonjour, Dr Noël Tchani. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Vous êtes l'initiateur de cette proposition de loi qui porte votre nom. Pendant 2 ans, vous avez retenu l'attention de Congolais. Vous vous invitez au cœur de presque tous les débats télévisés. Est-ce que vous avez atteint l'objectif de votre proposition de loi? Oui, merci beaucoup d'abord de me recevoir dans ce programme. Effectivement, depuis juillet 2021, que nous avons déposé la proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Je voudrais déjà remercier et féliciter mon partenaire, mon jumeau. Il s'agit donc de l'honorable député national Singhi Pululu Servo Pichou, qui a eu la sagesse d'endosser la loi, de la présenter officiellement au niveau de l'Assemblée nationale et qui est le porte-étendard dans tout ce que nous faisons pour que la proposition de loi puisse donc aboutir. Effectivement, depuis 2 ans, la proposition de loi retient l'attention de tous les Congolais, dans tous les sens. Et j'estime que c'est parce qu'elle touche à une question importante pour la survie même de notre pays, la question de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, que les Congolais ont compris que ce n'est pas n'importe quel sujet, c'est un sujet qui va de la survie même de la République démocratique du Congo. Donc je suis très heureux et très content qu'on ait mis sur la table de discussion cette question importante qui, en réalité, consacre la deuxième indépendance de la République démocratique du Congo après celle qui a foiré, celle de 30 juin 1960, qui nous a laissé un pays contrôlé par littéralement le monde extérieur, où le peuple congolais ne bénéficie pas de l'exploitation judicieuse de nos ressources naturelles. Mais parce qu'il s'agit d'une question aussi importante qui retient l'attention de tous les Congolais, je voudrais rendre hommage à quelqu'un que peut-être les gens semblent pouvoir oublier, qui est un héros dans l'ombre. Il s'agit de Kadiombo Yamba Bilonda, qui a payé de sa vie pour cette proposition de loi. Je me rappelle que Kadiombo était venu m'interviewer ici. Après qu'il m'ait interviewé, on a diffusé l'interview. 2 semaines plus tard, il a été attaqué dans sa propre maison. Kadiombo est mort. Donc je voudrais lui rendre hommage. Pourquoi? Parce que c'est comme un soldat qui est tombé sur le champ de bataille. Il est mort et nous n'allons pas l'oublier. Nous allons poursuivre la lutte jusqu'à ce que cette proposition de loi aboutisse. Alors, vous avez cité vos Kadiombo, donc vous comptez déjà une victime. Alors, est-ce que vous êtes également la cible? Effectivement, la loi telle que nous l'avons conçue, elle est impersonnelle. Et quand on parle d'une loi, il y a des règles qu'on va mettre en place, des règles qui vont définir quelles sont les conditions que les gens doivent remplir pour occuper les postes de souveraineté et particulièrement pour être président de la République démocratique du Congo. Quand il y a des règles, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être qualifiés et des gens qui ne vont pas être qualifiés. Ceux qui semblent être disqualifiés par la loi ne comprennent pas qu'un pays doit être géré avec des règles transparentes telles que celles-ci. Ils me menacent, ces personnes-là me menacent tous les jours. Je reçois des coups de fil à 2h, 3h du matin, des coups de fil avec des numéros masqués, des gens qui me promettent de pouvoir me découper en morceaux, qui me disent que je suis suivi tous les jours 24 heures sur 24 heures, ils connaissent tous mes mouvements. Donc, toutes ces menaces-là, j'ai pris le soin d'informer le gouvernement. Et j'ai informé le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. À l'issue de cette interview, je pourrais d'ailleurs vous montrer la lettre que j'ai envoyée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, copiée à toutes les autorités, notamment de la police et consorts, pour qu'ils soient au courant que je suis menacé.
On m'a promis de pouvoir renforcer ma sécurité. Donc on attend d'un moment à l'autre pour que les éléments qu'ils vont désigner puissent être dans mon entourage continuellement pour que ces menaces-là ne puissent pas se traduire par la réalisation. Est-ce que vous aviez déjà analysé d'où viennent ces menaces? Ben, c'est très connu, il suffit de suivre les déclarations à la télévision, dans les médias, pour savoir que ces menaces-là viennent d'un seul camp. C'est le camp de ceux qui considèrent qu'ils ont le droit de dicter aux Congolais ce que nous devons faire. Mais des gens, en réalité, qui n'ont aucune loyauté à la République démocratique du Congo, qui sont prêts à tout faire pour marcher sur les Congolais à condition qu'eux, ils arrivent donc à leurs objectifs. Qui sont ces gens? De prendre le pouvoir. À ce stade ici, je préfère ne pas les mentionner, mais tout le monde comprend exactement d'où vient la menace. Donc, par conséquent, je voudrais donc leur dire que nous n'allons pas céder. Il y a Patrice Emery Lumumba, Simon Kimbangu qui sont morts pour nous. Ils sont morts pour nous léguer un pays qui a la souveraineté nationale. Un pays que nous allons aussi léguer à nos enfants pour qu'à leur tour, ils puissent aussi le léguer à leurs petits-enfants. Par conséquent, nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous n'allons pas reculer devant ces menaces-là. Nous allons aller jusqu'à ce que cette loi, cette proposition de loi, soit approuvée par l'Assemblée nationale pour qu'elle devienne la loi de la terre qui va définir les règles de qui peut accéder aux fonctions de souveraineté ou pas. Et quelle est la base, qu'est-ce qui est la base de votre motivation? Partant de tout ce que vous connaissez du jour au lendemain, de menaces et autres, qu'est-ce qui vous motive d'avancer? Ce qui me motive d'avancer, c'est que je suis un nationaliste. Vous savez que ce pays-là m'a fabriqué. Mon père est congolais, ma mère est congolaise, mes grands-parents sont congolais, mes arrière-grands-parents sont congolais. Ça, c'est la terre de mes ancêtres. La terre de mes ancêtres, nous voulons qu'elle puisse rester dans nos mains, qu'elle ne puisse pas nous échapper. C'est-à-dire que le Congo indépendant doit rester la propriété des Congolais qui sont les propriétaires de la terre. Par conséquent, je vois une menace sur la souveraineté nationale, sur l'intégrité territoriale. Cette menace-là pourrait faire en sorte que s'il y a quelqu'un que nous ne contrôlons pas, qui arrive à assumer les fonctions de souveraineté telles que président de la République ou d'autres fonctions de souveraineté qui sont inférieures donc à cela, cette personne pourrait peser de tout son poids pour porter atteinte à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale. Par conséquent, j'ai vu ce danger-là et je me dis, nous devons gérer ce risque, ce danger, pour que nous puissions sécuriser la RDC, pour que jamais encore nous devenions une colonie, une dépendance de l'étranger, pour que la République démocratique du Congo continue à être un pays qui nous appartient, nous les propriétaires de la terre, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours avec les générations futures. Alors, votre détermination est critiquée, votre proposition de loi est critiquée par de presse internationale. Comment vous sentez sur le plan extérieur, au-delà du Congo? Il y a Jeune Afrique, Le Monde, plusieurs médias maintenant vous critiquent. Comment vous sentez aujourd'hui face à cette situation? Ça me rassure, ça me réconforte dans ma conviction que la proposition de loi que nous avons faite, elle est bonne pour le peuple congolais. Vous savez, Nelson Mandela avait dit au Parlement sud-africain, il leur avait dit aux députés sud-africains que le jour que vous allez faire des lois qui sont applaudies par la communauté internationale, par la presse internationale, ça veut dire que vous êtes corrompus. Ça veut dire que vous ne travaillez pas pour le peuple sud-africain. Et quand vous faites des lois que toute la communauté internationale semble pouvoir désacraliser, alors que ces lois-là sont applaudies par la majorité de la population sud-africaine, ça veut dire que vous faites quelque chose de bien pour le peuple et pour la nation sud-africaine. Par conséquent, je sais que la majorité du peuple congolais est avec nous, est avec moi et avec honorable Nsingi Pululu Servo Pichu. Par conséquent, nous sommes très heureux d'avoir ce soutien populaire-là. Maintenant, les Occidentaux et leurs médias, vous parlez de la presse occidentale, il y a aussi leurs ambassadeurs qui sont ici, qui vont s'agenouiller dans le bureau de Christophe Mbosso pour dire, s'il vous plaît, il ne faut pas aligner cette loi-là. Ça veut dire que nous avons touché du doigt le vrai problème. Le vrai problème, c'est-à-dire les ambassadeurs occidentaux, vous avez vu tous les ambassadeurs de l'Union européenne, tous les ambassadeurs des pays occidentaux, ils sont allés s'agenouiller devant Christophe Mbosso dans son bureau pour lui dire, s'il vous plaît, il ne faut pas aligner cette loi-là. C'est parce qu'ils ont compris que la loi va redonner l'indépendance qu'eux, ils ont sabotée. Ça va redonner l'indépendance au peuple congolais. Vous avez suivi aussi cette femme-là qu'on appelle Bintou Keïta,
qui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies ici à travers la MONUSCO, qui va aussi critiquer donc la loi Tchiani. Mais est-ce que c'est pas une chose des dangers? Elle oublie une chose. Elle oublie que la République démocratique du Congo n'est pas seul pays sur la planète. Il y a la Zambie, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a l'Irak, il y a tous ces pays-là qui sont tous membres des Nations Unies. Et tous ces pays-là ont dans leur constitution la disposition des pères et des mères, qui dit que ne peut accéder aux fonctions de souveraineté qu'un autochtone, originaire du pays, avec des lignées allant jusqu'à 4 générations clairement définies. Alors, si tous ces pays qui sont membres des Nations Unies ont ces dispositions-là, et quand nous essayons de mettre la même disposition donc en place dans notre pays, Bintou Keïta et les ambassadeurs occidentaux vont s'agenouiller devant Christophe Mbosso pour lui demander de ne pas faire passer la loi. Ça veut dire qu'ils sont complices. Ils sont complices, pourquoi? Parce que la MONUSCO est dans ce pays-là depuis littéralement 25 ans. Ils étaient venus pour maintenir la paix. Et devinez quoi? Nous avons tout sauf la paix. Bien au contraire, les soldats des Nations Unies, les casques bleus, à Kisindi, ils ont tiré à balles réelles sur les Congolais, tuant les Congolais. Mais vous êtes venus maintenir la paix et vous commencez à tirer sur les populations autochtones. Ça veut dire que vous êtes complices de quelque chose que nous, les autochtones, on ne connaît pas. En réalité, ils sont complices de quoi? Ils veulent la balkanisation de la RDC. Et par conséquent, cette loi-là va faire en sorte que ne pourra accéder aux fonctions de souveraineté qu'un Congolais patriote qui pourra défendre la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale. Et par conséquent, la loi va faire échec aux objectifs non avoués de la MONUSCO, des Nations Unies et de tous ces pays européens. Donc c'est ça la situation. Vous parlez des pays européens, mais sur le plan interne ici, il y a également un homme influent de l'Église, Monseigneur Ambongo, qui estime que c'est une loi dangereuse, une loi qui va diviser le peuple en lieu et place de consolider, de fédérer de force. Est-ce qu'il vous arrive également, face à de multiples critiques comme ça, de faire une introspection pour pouvoir faire une projection par rapport à votre proposition? Tout à fait. D'abord, je voudrais confesser que je suis catholique pratiquant. Donc, le cardinal Ambongo, c'est un supérieur hiérarchique dans mon église. Je le respecte et je respecte tout ce qu'il dit, au même titre que je respecte le pape et tout ce que le pape dit. Cela étant, je ne voudrais pas étaler nos divergences philosophiques sur les plateaux de télévision. Je préfère ne pas commenter sur les propos du cardinal. Mais maintenant, la question des divisions qui est soulevée par d'autres leaders politiques, je voudrais répondre à ça. Cette loi ici ne divise pas. Bien au contraire, la loi va unifier. Et je vais vous démontrer comment il va unifier le peuple congolais qui est déjà divisé aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons 107 millions de Congolais qui sont à l'intérieur du Congo. Mais nous avons aussi 15 millions de Congolais qui sont dans la diaspora éparpillés à travers le monde. Ces 15 millions qui sont dans la diaspora, ils ont pu acquérir des nationalités étrangères parce qu'il fallait se mettre en règle dans les pays de résidence où pour travailler, il faut avoir les passeports français ou la nationalité française, ou la nationalité belge, italienne, ainsi de suite. Là. Donc ils ont pris ces nationalités-là, pas pour renoncer à la nationalité congolaise, mais pour se mettre en règle, pour avoir des papiers pour vivre dans les pays de résidence. Une fois qu'ils ont eu ces papiers pour travailler, gagner de l'argent, supporter leur famille et prendre même l'excédent, envoyé par Western Union à leurs familles qui sont restées au Congo, depuis des années, c'est ça que la diaspora congolaise fait. On envoie environ 10 milliards de dollars par an en termes de transferts qui viennent de l'extérieur vers le Congo. Maintenant, ces héros nationaux-là, ces gens qui sont allés à l'étranger, qui travaillent pour nourrir les familles qui sont restées dans la pauvreté ici au Congo, on leur dit, parce que vous avez pris des papiers pour être en règle là-bas, vous n'êtes plus congolais. J'ai dit non. Ils sont congolais. On est congolais à la naissance, pendant la vie, au moment où on va mourir et on sera enterré congolais. C'est pour ça qu'à travers cette loi, nous proposons le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, qui doit remplacer celui de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Alors, à travers le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, on redonnera la nationalité à 15 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise aujourd'hui. Ça veut dire que la loi va réunifier la population congolaise.
Ceux qui sont à l'intérieur du pays, les 107 millions, on va y ajouter les 15 millions qui avaient perdu la nationalité, à qui on va redonner la nationalité congolaise. C'est nous qui unifions la population congolaise, qui était déjà divisée à travers la constitution actuelle. Avec ce qu'il y a eu dans le passé, l'acquisition de la nationalité congolaise, l'acquisition collective de la nationalité congolaise. Ça n'a rien à voir avec ces histoires. Congolais. Non, ça n'a rien à voir avec ces gens-là, les Banyamulenge et consorts. Ça n'a rien à voir avec... Je parle ici des Congolais d'origine. Cela ne va pas renforcer l'infiltration Non. Je parle ici des Congolais d'origine, dont nous connaissons les origines, c'est-à-dire des gens du Bas-Congo, du Kasaï, de Lubumbashi, du Katanga, de l'Équateur, dont les parents sont connus, sont identifiés, mais qui ont émigré ici pour aller étudier à l'étranger ou pour travailler à l'étranger. Ces gens-là, dont les origines sont purement congolaises, nous allons leur redonner la nationalité congolaise qu'on leur a enlevée. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis des papiers étrangers. Par ce mécanisme-là, nous allons réunifier la population qui est déjà divisée aujourd'hui. Donc, ceux qui parlent de la division, ils oublient que c'est aujourd'hui que la population congolaise est divisée. Et nous, une fois que cette loi passe et qu'on redonne la nationalité à tous ceux qui sont dans la diaspora, nous allons réunifier la population congolaise. Donc, on aura les 15 millions là qui sont dans la diaspora, qui vont redevenir congolais, et on va ajouter cela à 107 millions d'habitants. Ça veut dire que le Congo devient plus grand encore en population. On va acquérir des ressources humaines de qualité, des gens bien formés dans des pays civilisés, dans des pays développés. Et en plus de cela, ces gens vont ramener les épargnes qu'ils ont gagnées, qu'ils ont accumulées en travaillant à l'extérieur. D'où cette loi est très bénéfique à la République démocratique du Congo. Alors, on vous a vu récemment, d'abord la première question, vous avez dit que vous êtes catholique. Vrai ou faux? Je suis catholique pratiquant et je vous informe que quand j'étais à Washington, j'ai travaillé dans mon église catholique à Potomac, Maryland. J'ai travaillé comme ministre eucharistique. Je suis ordonné par le cardinal de Washington. Ordonné comme ministre eucharistique, c'est-à-dire la personne qui fait la première ou la deuxième lecture pendant la messe, mais aussi la personne qui donne la communion aux côtés des prêtres. Donc je suis un catholique pratiquant. De ce point de vue-là, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'égard à l'égard des autorités de mon église et particulièrement à l'égard du cardinal Ambongo. Mais en lieu et place de commencer dans ton église, ou votre église, excusez-moi, en lieu et place de commencer dans votre église, vous avez commencé votre sensibilisation dans une église de réveil chez le pasteur Mukuna. Pourquoi avoir fait le choix de l'église de réveil en lieu et place de commencer auprès de votre cardinal, le cardinal qui vous critique aujourd'hui? Bon, qui critique la proposition de loi, pardon, excusez. Bon, je voudrais dire que j'ai beaucoup de soutien dans toutes les églises de la République. Je suis allé chez Pasteur Mukuna, j'étais chez Pasteur Kass, j'étais chez les musulmans, j'ai été dans d'autres églises de réveil. Chaque semaine, je suis programmé pour faire une apparition dans une église, ainsi de suite. Je touche toutes les couches de la population. J'ai été chez les musiciens. J'avais rencontré il y a quelque temps Kofi Olomide. La semaine qui vient de s'écouler, j'étais avec Félix Oazegwa. J'étais avec les acteurs des pièces théâtrales, qui tournent des pièces théâtrales. Donc, je passe partout. Pourquoi? Parce que je voudrais développer ce qu'on appelle l'appropriation de la loi par les bénéficiaires, par la population. C'est important que le peuple pour qui nous sommes en train donc de faire des lois comprenne pourquoi on fait certaines choses. Maintenant, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont avec moi et qui soutiennent ça. Des catholiques non pourquoi seulement... vous n'êtes pas allé voir le cardinal? J'arrive. Des catholiques non seulement des fidèles comme moi, mais aussi des prêtres avec qui je suis en contact tous les jours et qui me disent « Vous êtes dans le bon, nous vous soutenons ». Alors maintenant, je vous ai dit que les questions qui touchent au cardinal, je préfère ne pas en parler sur le plateau de télévision. Pourquoi? Parce que moi, je suis partisan de ceux qui pensent que le linge sale se lave en famille. Ce qui se passe entre moi et le cardinal à l'intérieur de notre église catholique, je vous demande à vous les non-catholiques de rester en dehors de ça. Donc laissez-nous gérer notre linge sale en famille. C'est une question patriotique, ce n'est pas une question ayant trait à la religion. Rien à voir avec les convictions religieuses.
Je vais vous dire une chose, c'est que laissez-nous nous enfermer à l'intérieur de l'Église catholique, nous allons trouver des compromis à l'intérieur de cette Église. Vous avez déjà vu? Et vous allez le savoir au moment où... Le cardinal me connaît, je le connais aussi. On s'est déjà rencontrés dans le passé. Mais il arrivera un moment Je parle où du présent. Non, il arrivera un moment où on va se voir pour parler de tout ça. Et je suis sûr que le public sera informé. Parce que je suis convaincu que le cardinal est préoccupé par la même chose qui me préoccupe aussi. Il veut que tout se passe normalement, qu'il n'y ait pas de division. Je vais aller lui démontrer par A plus B que la loi ne divise pas, la loi unifie. C'est un être humain qui a des oreilles pour entendre et il va entendre et nous allons échanger. Et je suis sûr qu'à la fin de la journée, on trouvera un compromis qui va être dans l'intérêt du pays. Certains pensent que vous êtes marionnette, utilisée par le régime en place pour effacer les tableaux, pour planifier les couloirs pour un second mandat pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois que les gens qui pensent comme ça ne me connaissent pas. Je suis quelqu'un qui n'est pas manipulable. Je suis quelqu'un de très indépendant dans tout ce que je fais. Je vois le président de la République comme une institution. Cette institution-là n'est pas composée d'un individu seulement, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette institution comprend plusieurs conseillers. Il doit avoir plus de 1000 conseillers à la présidence de la République. En plus de cela, il doit avoir un gouvernement de près de 60 ministres. 57 ministres. Et chacun de ces ministres a des conseillers. Quand on met tout ce monde-là ensemble, et en plus de cela, il a aussi un parti politique qu'on appelle l'UDPS. Et il vient aussi de créer une autre plateforme qu'on appelle l'Union Sacrée. Je ne suis membre ni de la présidence de la République, ni du gouvernement, ni de l'Union Sacrée, ni de l'UDPS. Je vois mal quelqu'un qui a tout ce monde-là aller chercher en dehors de tout ce monde quelqu'un, à moins que tous ceux qu'il a ne soient pas intelligents. Et vous croyez que je suis le plus intelligent donc, de tout ce monde-là qui tourne autour du président? Je ne crois pas. Donc, je vois mal pourquoi il sortirait de ce cadre-là pour venir recruter Noël Tchani en dehors comme un sniper. Un sniper politique. Comme un sniper politique pour faire des sales besognes qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Je ne vois pas pourquoi il le ferait. Donc, s'il le fait, c'est peut-être me placer au-dessus de tout le monde en disant que vous êtes le plus intelligent de la planète. Je ne crois pas que ce soit ça la motivation du chef de l'État. Nous nous approchons d'une période électorale. Serez-vous candidat ou pas? C'est une très bonne question. Je voudrais voir comment la situation évolue et à un moment donné, je vais annoncer une décision concernant mon avenir politique. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions renforcer la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, en faisant passer une loi qui va nous sécuriser tous et sécuriser la République démocratique du Congo. Si j'annonce ma candidature aujourd'hui, je crois que ça va distraire les gens et on sera en train de se poser la question, est-ce qu'il fait ça pour des raisons électorales ou pas? Je préfère ne pas aborder ce chapitre-là aujourd'hui. Je vais l'aborder aussitôt que la loi sera approuvée par l'Assemblée nationale, par le Sénat, promulguée par le chef de l'État. Les 2 semaines qui vont suivre cela, je vais faire une grande annonce en ce qui concerne mon avenir politique. Donc, s'il vous plaît, gardez votre mal en patience. Ça viendra bientôt. Non, mais cette annonce-là sera couplée aussi de quelque chose d'extraordinaire sur laquelle je travaille aujourd'hui. Quand je suis revenu des États-Unis, j'avais développé ce qu'on appelle le plan Marshall, qui est une vision de développement. C'était un plan qui était conçu pendant que j'étais à l'étranger. J'ai fait 5 ans au pays, j'ai eu l'occasion de voyager à l'intérieur du pays, de voir les réalités du terrain. J'ai actualisé le plan Marshall. C'est une véritable vision de développement aujourd'hui qui n'est pas comparable à toutes les petites visions là que vous entendez à gauche, à droite. Cette vision-là, je vais l'annoncer aussitôt que cette proposition de loi est adoptée, en même temps que je vais annoncer aussi une décision concernant mon avenir politique. Donc, gardez votre mal en patience. Les grandes nouveautés viendront très bientôt. Alors, vous aviez suivi comme moi la déclaration de Paul Kagame de dire que la partie Est, ou soit le Nord Kivu, appartient à la République rwandaise. Comment vous aviez accueilli ces discours et quelle est votre lecture par rapport à ces propos? Je crois que Paul Kagame séjourne de la République démocratique du Congo depuis très longtemps, parce qu'il a réalisé peut-être qu'au niveau du Congo, les pouvoirs successifs n'arrivent pas à le prendre au sérieux dans la menace qu'il pose donc à notre pays.
moi je le prends très au sérieux. Quand il fait ces déclarations-là, j'ai vu qu'à travers les actions qu'il mène depuis 1994, il déstabilise la RDC, il infiltre les institutions de la République, il pille les ressources naturelles et il viole les femmes congolaises. Et en réalité, il a détruit le tissu social de la RDC. Par conséquent, nous devons le prendre au sérieux et prendre le Rwanda et Paul Kagame et l'armée rwandaise comme étant des menaces sérieuses à la paix et à la stabilité de la RDC. Si je suis président de la République, j'aurai deux objectifs à l'égard du Rwanda. Le premier objectif sera de détruire la capacité militaire du Rwanda. C'est-à-dire, nous devons aller en guerre. Nous devons détruire l'armée rwandaise et la détruire de façon telle qu'ils vont mettre 50 ans à essayer de la reconstruire. La même chose que les Américains ont fait avec l'Irak. Donc, détruire la capacité militaire du Rwanda. Deuxième objectif, il faut sortir l'épine du pied. L'épine que nous avons sous les pieds congolais, c'est Paul Kagame. Il faut le faire sauter du pouvoir rwandais pour qu'il ne puisse plus poser des menaces sécuritaires. Maintenant, tous les autres arrangements, là, les négociations avec celui-ci, ainsi de suite, tout ça sont des étapes intermédiaires qui n'apportent pas de solutions définitives aux vrais problèmes. Donc voilà les deux priorités que je pourrais m'assigner en tant que président de la République. Est-ce que la guerre, c'est une voie de développement, une voie de consolider la paix dans le sous-région? Vous savez, tant qu'on n'a pas fait la guerre, la situation actuelle perdure. Et chaque année, nous dépensons beaucoup de ressources budgétaires pour aller entretenir nos soldats au front. Et ces ressources budgétaires auraient pu être utilisées pour construire les routes, pour créer des emplois, et ainsi de suite. Là. Donc, nous devons réaliser que tant que nous n'avons pas enlevé cette épine-là du pied, le développement ne va pas suivre. Par conséquent, si nous voulons nous développer demain, faisons la guerre aujourd'hui, balisons le terrain, terminons avec le problème rwandais, avec le problème Kagame, qu'il appartienne à l'histoire. Et en ce moment-là, nous allons désormais consacrer toutes nos ressources budgétaires au développement du pays. Donc c'est comme ça que moi je raisonne. Il faut voir ce que d'autres pays ont fait. Lorsque Manuel Noriega, au Panama, posait des menaces sécuritaires aux États-Unis d'Amérique, il prenait une machette, il disait que je vais vous découper en morceaux. Vous savez ce que les Américains ont fait? Ils ont envoyé des troupes spéciales, des troupes spécialisées de l'armée. Ils ont capturé Manuel Noriega, on l'a ramené à Miami, aux États-Unis, on l'a gardé en prison et on l'a lâché de là, on l'a relâché simplement quand il était sur le point de mourir, pour qu'il aille mourir chez eux, pour que les Américains ne puissent même pas prendre en charge les dépenses d'enterrement. On l'a renvoyé chez lui. Donc, j'estime qu'avec Paul Kagame, c'est ça que nous devons avoir comme politique. Tant qu'il est là, il pose des menaces sécuritaires à la RDC. Il faut aller le capturer, l'arrêter, l'amener au Congo, le juger, le mettre en prison à Makala et le garder là-bas pour toujours, qu'il puisse avoir comme travail de nettoyer les toilettes donc des prisonniers à Makala. Et quand on va faire ça, je crois que le monde entier va nous respecter. Et c'est ça que nous devons faire. Donc, sinon, il faudra avoir une armée dissuasive. Moi, je considère que nous nous sous-estimons. Nous sommes un grand pays, on a beaucoup de moyens. Si on n'a pas encore l'armée qu'il faut aujourd'hui, là, on peut acheter la puissance militaire, on peut louer des mercenaires, tous les intégrer dans l'armée congolaise, les larguer au front, ils vont capturer Kagame. Alors, parlons de la loi, parlons du droit. Vous êtes pour ou contre la révision constitutionnelle? Je suis pour la révision constitutionnelle, pour la simple raison que la constitution que nous avons aujourd'hui, je l'appelle la constitution des belligérants. Elle a été rédigée par qui? Par les RCD Goma de Azarias Rubero, soutenu par le Rwanda, par le MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda, par la FDL de Mzee Laurent Désiré Kabila, soutenu par l'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et d'autres pays. Par conséquent, cette constitution-là ne reflète pas réellement les véritables motivations et objectifs du peuple congolais. Et la preuve, c'est que quand Mobutu Sese Seko était au pouvoir, il y avait une constitution de la République du Zaïre qui disait en son article 7 que pour être président de la République, du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, né de père et de mère zaïrois. La constitution de 2006, rédigée par les belligérants, a fait tomber l'incise qui disait qu'il fallait être congolais d'origine, né de père et de mère zaïrois. Donc, on a changé, on a tripoté cette constitution-là pour faire entrer dans la bergerie
des gens qui n'allaient pas avoir de loyauté totale à l'égard de la République démocratique du Congo, des gens qui se trouvent dans des situations de conflit d'intérêts, de choisir entre la RDC et un pays étranger. Je vous rappelle que depuis 1994, il y a eu plusieurs soldats de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise, de toutes ces armées-là, de Zimbabwe, et de tous les pays du monde, de toutes les armées de tous les pays du monde venus dans le cadre de la MONUSCO et de la MONUC. Ces soldats ont fabriqué des enfants sur le sol congolais, des gré ou de force, des viols ou dans des conditions mystérieuses. Ces enfants-là, ayant un parent congolais et un parent étranger, ils sont congolais d'après la constitution actuelle et nous les acceptons, nous n'avons aucun problème avec ça. Nous disons qu'ils peuvent tout faire dans notre pays, occuper des postes dans le secteur privé, occuper des postes dans l'administration au niveau inférieur, mais pas occuper des fonctions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'ils seraient dans une situation de conflit d'intérêts de choisir entre le pays de leur père et le pays de l'autre parent, qui se trouve donc un pays étranger. Par conséquent, nous devons tamiser cela. Nous devons revoir la Constitution pour enlever toutes ces subtilités-là qui donnent le Congo donc à la merci des pays étrangers pour que nous ayons une Constitution qui protège notre pays, qui protège le peuple congolais et qui nous assure le développement harmonieux de toute la République démocratique du Congo. Et quels sont les articles de la Constitution qui énervent votre conscience? Non, pour l'instant, moi, je me suis concentré sur 2 articles. Mais il y a des spécialistes de la Constitution. Je voudrais les laisser faire aussi donc, leur travail. Moi, je parle de l'article 10 de la Constitution qui dit que la nationalité congolaise elle est une exclusive. Je veux qu'on la modifie, cet article-là, qu'on dise que la nationalité congolaise est irrévocable. D'où quelqu'un peut prendre n'importe quelle nationalité, c'est son problème, mais nous, on le reconnaît toujours comme étant congolais. Deuxième article, c'est l'article 72 de la Constitution, qui dit que pour être candidat au poste de président de la République, président de la République du Zaïre dans le temps, mais président de la République démocratique du Congo, il faut être congolais d'origine. Et nous voulons ajouter, virgule, né de père et de mère congolais d'origine. Donc, ces 2 modifications-là, ces 2 articles-là, changent déjà les règles du jeu. Mais il y a plusieurs articles qu'il va falloir donc revoir. Et je voudrais faire appel à tous les constitutionnalistes congolais, mais à tous les Congolais, chacun dans son secteur, de relire la Constitution et de proposer des modifications qui pourraient améliorer la Constitution que nous avons donc aujourd'hui. Remise en cause. Nous approchons des élections. Qu'est-ce que vous augurez de ces processus électoraux? Bon, le processus électoral se prépare dans des conditions assez mystérieuses. Je souhaiterais qu'on fasse une autre émission, on va parler de ces questions-là, mais pour l'instant, je crois que d'un côté, il y a la CENI qui semble faire des pas pour dire qu'on fait l'enrôlement, on a terminé l'enrôlement, il y a des étapes préparatoires préalables donc aux élections. Je voudrais encourager toutes les institutions donc à travailler d'arrache-pied pour baliser donc le terrain. Mais il y a des signaux aussi qui montrent que les élections risquent d'être bâclées. Et je voudrais que nous puissions, en tant que peuple, nous ressaisir, regarder dans tous les sens pour déterminer est-ce que nous avons les conditions idoines, idéales pour la tenue d'élections libres et transparentes. Tenir compte du point de vue des uns et des autres, de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre, pour que nous puissions baliser le terrain et définir donc comment on peut organiser des élections qui ne vont pas aboutir à des contestations immédiatement après cela. Il y a une démontique par rapport à KTB Katoto sur votre rencontre et les liens que vous aviez développés avec KTB Katoto. Oui, j'ai suivi cela. J'étais très triste parce que je ne voulais pas confronter quelqu'un qui est mon aîné de loin. Je ne voulais pas le contredire publiquement. Mais quand j'ai vu la vidéo où KTB parlait, vous pouvez voir d'abord qu'il a beaucoup pris de l'âge. Je ne sais pas s'il est en bonne santé ou il n'est pas en bonne santé. Mais j'ai vu qu'il y a un grand changement par rapport à KTB Katoto que j'ai connu il y a quelque temps. Maintenant, j'ai bien vu que quand il parlait, il ne pouvait même pas fixer les yeux dans la caméra. Il regardait par terre, on dirait quelqu'un qui avait honte de ce qu'il disait. Alors, il me semble très clairement qu'il y a des gens qui sont allés le voir pour lui dire qu'il faut démentir ce que j'avais dit, qu'il m'avait dit. Et en démentant, l'erreur qu'il a commise, c'est de nier même qu'il ne m'a jamais rencontré dans sa vie. Or, nous nous sommes rencontrés au moins 3 fois. Et nier, vous a défié de sortir même une photo? Ben, j'ai sorti la photo aussitôt. Quand j'ai vu ça, j'étais ici avec des amis et qui m'ont montré ça. J'ai dit, ah bon, j'ai pris mon appareil immédiatement, j'ai trouvé la photo, ils ont même crié.
Ils ont dit, ah mais il faut publier. J'ai publié aussitôt avec eux. Ils étaient témoins ici, donc ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé avant. C'est pas un Photoshop? Non, ce n'est pas un Photoshop, c'est une photo réelle. Et je peux vous la montrer aussitôt qu'on termine cette interview. Donc, une fois que j'ai publié cela, je pense que le doute a été levé. Pourquoi? Parce que je n'ai plus entendu une réaction de sa part. Mais moi, je pense que, vous savez, celui qui se sent morveux se mouche. Lorsque vous arrivez à demander à votre frère de mentir pour justifier que vous êtes Congolais, il y a un problème. Kanté Bekato, ce qu'il m'avait dit était très clair. Et je ne suis pas quelqu'un d'idiot qui peut confondre les choses. Il m'avait bien expliqué que lui et Katumbi, ils ont le même père. Et que la mère de Katebe était une Congolaise et que la mère de Katumbi était une bonne venue de la Zambie. Mais les deux mères-là étaient de la même tribu, la tribu Bemba. Par conséquent, nier aujourd'hui qu'il avait dit que la mère de Katumbi était zambienne, je pense que ce n'est pas juste. Et je voudrais vous inviter à aller juste sur Internet. Regardez les vidéos de son autre monsieur, là, le copain là, de Mouyambo. Il a affirmé dans ces vidéos-là, vous pouvez voir l'audio et les vidéos, il affirme très bien que Katumbi, sa mère est zambienne. Et Katumbi lui a dit cela. Il y a plusieurs témoignages dans ce sens-là. Kadiombo Yamba Bilonda, qui est mort, il a fait beaucoup de reportages donc, sur ces questions-là. Donc, aller aujourd'hui donc nier ces évidences-là, moi je pense que ce n'est pas être honnête. Et je voudrais demander à ce camp-là de réfléchir deux fois avant d'affirmer des choses qui les décrédibilisent au fur et à mesure. Donc, j'estime que cette question est très connue de tout le monde, il n'y a pas de doute. Nous n'avons pas choisi nos parents. Si vous avez une mère zambienne, il faut admettre que vous avez une mère zambienne. Et continuer à dire que non, ma mère, elle est congolaise, et voici la tombe de ma mère parce qu'elle est morte, elle est enterrée en RDC, par conséquent, je suis donc congolais. J'estime que ce n'est pas crédible. À un moment donné, il faut savoir avancer. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire dans ce pays. Ils peuvent continuer à être des présidents des clubs de football, faire du commerce, vendre du poisson, tout ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais toucher aux fonctions de souveraineté qui demandent qu'on ait des gens qui doivent leur loyauté à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo, ce n'est pas acceptable. Certains pensent que c'est réduire le droit d'un Congolais en proposant ou en évoquant ce genre de discours. Mais ces discours-là sont tenus par tous les pays du monde. Je ne suis pas le seul à vouloir défendre mon pays. Allez aux États-Unis, vous allez voir. Sur 350 millions d'habitants, il y a 125 millions d'habitants qui ne sont pas éligibles pour les fonctions de souveraineté nationale. Parmi ces gens-là, il y a des gens très célèbres comme les Henry Kissinger, les Madeleine Albright ou bien les Arnold Schwarzenegger. Ils sont tous des Américains et ils peuvent tout faire dans leur pays. Et ils contribuent au développement du pays, chacun dans son secteur. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà pour occuper des fonctions de souveraineté pour les mêmes raisons que j'avance pour mon pays. Les raisons de loyauté partagée ou les raisons de conflits d'intérêts. Donc, vous allez en Zambie, vous trouvez la même disposition. Vous allez en Tunisie, en Irak, en Algérie, partout, il y a ces mêmes dispositions-là. Donc, on ne va pas réduire simplement les droits des citoyens en RDC, alors que c'est les mêmes dispositions qui existent dans tous les pays du monde. Par conséquent, il faut que les gens comprennent que les Congolais ont mûri. Ils ont droit à protéger leur pays. Pour protéger leur pays, on commence par la protection de la souveraineté nationale. Et la protection de la souveraineté nationale passe par la mise en place d'une loi telle que la loi Tchani, des verrouillages d'accès aux fonctions de souveraineté. Il faut qu'on nous respecte. Alors, c'est par ici que nous mettons terme à notre édition. Aujourd'hui, nous avions, pendant plus de 40 minutes, échangé avec le docteur Noël Tchani, professeur d'université, également politicien, président d'un parti politique. Oui, effectivement, je suis président du parti politique qu'on appelle la Force du Changement. Et je voudrais vous dire que contrairement au parti politique que vous avez connu, ce parti politique-là, il est différent. C'est le parti politique des gens propres, qui n'ont jamais participé à la corruption, au détournement des fonds publics, à la prédation des ressources naturelles, aux rébellions meurtrières. Ce sont des technocrates qui ont fait carrière dans les institutions internationales ou dans les institutions nationales. Social. J'arrive. Qui ont fait carrière partout dans les institutions nationales et internationales. Mais ce sont des techniciens, des experts, chacun dans son domaine.
qui sont prêts à mettre leur intelligence ensemble pour développer la RDC. Et déjà, la preuve, c'est que nous avons commencé, nous, par rédiger une vision de développement. Le plan Marshall de Noël-Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une véritable vision de développement pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Donc, nous invitons tous ceux qui veulent travailler avec nous, qui veulent adhérer à la force du changement, d'envoyer simplement donc leur nom par WhatsApp, leur nom et prénom, numéro de téléphone en disant nous voulons adhérer à la force du changement en sigle FDC. Les numéros sont les suivants, plus 243 82 00 00 988 ou aussi plus 243 85 210 22 22. Nous vous disons aussi que nous avons besoin donc d'assistance financière pour assurer ma sécurité, pour assurer les activités de la force du changement. Si vous voulez y contribuer financièrement, les deux numéros là sont aussi M-Pesa et Orange Money. Vous pouvez envoyer un peu de sous, ça va nous aider. Vous pouvez répéter les numéros pour des personnes qui nous suivent? Oui, les numéros sont les suivants, plus 243 82 00 00 988 ou aussi plus 243 85 210 22 22. Ce sont des numéros WhatsApp, numéros de téléphone. Vous pouvez envoyer vos messages pour dire que vous voulez adhérer à la force du changement. Les numéros Orange Money et M-Pesa. Les deux numéros-là. Mais c'est aussi M-Pesa et Orange Money. Si vous voulez aussi envoyer votre contribution financière, elle sera très appréciée. Quel que soit le montant, que ce soit $1, $10 000, et ainsi de suite, là, vous êtes les bienvenus. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Docteur Noël Tchani, aujourd'hui, c'est la journée internationale du travail. Le travail représente quoi pour vous? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez dire au travail? Pour moi, le travail, c'est le fond qui manque le moins. C'est-à-dire, si nous voulons développer la RDC, nous devons retrousser les manches, nous mettre tous au travail et travailler d'arrache-pied, chacun dans son domaine, pour contribuer au développement du pays. Mais lorsqu'on travaille, il est important que l'on gagne le fruit de son travail. Le fruit de son travail est représenté par le salaire. Je voudrais profiter de cette journée du 1er mai 2023 pour faire un appel solennel à notre gouvernement que le peuple congolais est exploité, que ce soit dans l'administration publique tout comme dans le secteur privé. On nous paye des salaires, mais qui sont des salaires de misère, qui ne représentent aucun pouvoir d'achat. Je milite pour la mise en place d'un véritable salaire minimum garanti interprofessionnel, le SMIG. C'est-à-dire un salaire qui, une fois que quelqu'un trouve du travail et qu'il est payé à la fin du mois, ça lui permet de vivre correctement. Un SMIG qui permet à quelqu'un qui travaille, qui touche ce salaire-là, de payer son loyer, de payer son transport, de payer les soins médicaux, d'acheter les habits, de nourrir la famille et d'épargner de l'argent à la fin du mois. Ce salaire-là, moi, je l'ai calculé dans le cadre du plan Marshall de Noël-Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je l'ai établi à au moins $1000 par mois. C'est possible. Pour un agent de l'État? Pour un agent de l'État. C'est-à-dire le salaire minimum pour toute personne qui travaille, que ce soit au moins $1000 par mois. On ne va peut-être pas y arriver du jour au lendemain à cause des difficultés budgétaires. Mais il faut programmer ça pour que nous puissions y arriver progressivement. Les salaires du genre $100 par mois payés aux fonctionnaires de l'État, ça ne nous amène nulle part. Ça encourage la corruption. Parce que la personne qui touche $100 par mois et qui voit beaucoup d'argent qui passe devant lui, l'argent de l'État, ce qu'il doit faire, c'est prendre un peu pour subvenir à ses besoins. Donc à la fin de la journée, l'État s'est fait voler, encourage les conditions de vol au lieu de pouvoir payer l'homme ce qu'il mérite d'avoir et que cette personne-là donne le meilleur donc de lui-même au travail donc du pays. Donc j'en profite à l'occasion de cette journée internationale du travail pour demander que nous puissions établir un salaire minimum garanti interprofessionnel sur l'ensemble du territoire national qui permettra à tout un chacun qui trouve du travail et qui travaille, à tout un chacun dans le secteur public tout comme dans le secteur privé, de pouvoir vivre correctement et de vivre décemment et de vivre avec dignité. Alors, ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Congo Web Télévision, 10e rue Télévision, en ligne. Retrouvez-nous sur Info 243. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.